Bonjour et merci de votre fidélité à Débat de presse. Ce dimanche, 4 sujets convoqués au débat. D'abord, la rencontre entre le président Roch-Marc Christian Kaboré et l'opposition burkinabé. Deuxième sujet convoqué au débat ce matin, des Kogluego de Dori arrêtés au Niger et remis aux autorités burkinabées. Et l'Assemblée générale des Kogluego cette semaine sans les ténors Boukari Kaboré, dit le Lion, ou Moussa Tchombiano, dit Django. Troisième sujet de débat de presse de ce matin, Yacouba Isaac Zida a-t-il été rétrogradé? Le débat est vif et nous en parlons ce dimanche. Quatrième sujet, enfin, les grèves à répétition dans l'administration publique burkinabé sont venus pour le débat. Paul Miki Rwamba de Ouaga FM. Bonjour Paul. Oui, bonjour Kinou et bonjour à tous. Merci d'être venu pour le débat. Deuxième invité à ce débat, Bernard Bougouma de Watt FM. Bonjour. Bonjour Fousseni. Merci d'être venu. Troisième sujet, le grand. Yacine Sanou, Omega FM, bonjour. Bonjour Fousseni. Merci d'être venu pour le débat. Et puis, quatrième invité à ce débat, Boukari Woba. Bonjour. De Mutation, bonjour. J'espère que je me fais entendre avec ma voix un peu enrouillée. J'ai un rhume depuis hier. On l'espère. Voilà, donc merci à tous d'être venus pour ce débat. D'abord, on commence par le premier sujet, la rencontre entre le président Roch-Marc Christian Kaboré et l'opposition burkinabé. Paul Miki Rwamba, comment vous avez accueilli cette information? Alors déjà, c'est une bonne nouvelle pour nous autres observateurs de la scène politique parce que ce sont des gens de rencontres qui ont été rares de par le passé au Burkina Faso. Il faut d'abord rappeler qu'il y a eu une première rencontre le 24 juin dernier lorsqu'il s'est agi de l'opposition de demander cette audience avec le chef de l'État. Et pour la dernière rencontre, c'est le président du Faso lui-même qui a eu cette initiative de convoquer son opposition pour échanger autour de certains sujets d'actualité. Eh bien, c'est une disposition qui est inscrite dans la constitution du Burkina Faso qui dispose que le chef de l'État peut consulter son opposition pour certains sujets d'actualité. Alors, on voit que sous l'ancien régime, le dialogue n'était pas au beau fixe entre la majorité et l'opposition, encore moins entre le chef de l'État et l'opposition. Alors, en convoquant donc l'opposition politique, Roch-Marc Christian Kaboré montre ici que c'est lui le chef de l'État et que c'est lui le président de tous les Burkinabés. Il procède donc par large concertation, ce qui est très bien pour la paix sociale au Burkina. C'est une bonne politique de gouvernance démocratique dans notre pays et je crois que pour la forme, la rencontre est à saluer. Maintenant, pour ce qui est des sujets abordés, c'est vrai qu'on a vu jusqu'à 9 points qui ont été donc évoqués selon le compte rendu qui nous a été servi par Zéphirin Diabré, qui a conduit d'ailleurs la délégation de l'opposition chez le chef de l'État. Et on se rend compte qu'il s'agissait là de points essentiels sur la vie des Burkinabés qui touchent le quotidien, le vécu quotidien des Burkinabés, les questions de sécurité, de justice, de droits humains, etc. Donc, de mon point de vue, cette rencontre-là est à saluer et je me suis d'ailleurs réjoui de constater que désormais, il sera donc institué des rencontres du genre chaque 2 fois dans l'année et c'est une bonne chose pour notre pays. Oui, Bernard Bougouma, vous avez vu en cela une bonne initiative? Oui, c'est le Burkina Faso qui ne cessera pas de surprendre. D'abord, c'est le candidat malheureux qui s'empresse d'aller au siège du vainqueur au soir des élections pour lui adresser toutes ses félicitations. Et quelque temps après, qui demande d'être reçu et qui est reçu. Et après, c'est le président qui le reçoit. On dirait que c'est la tradition de dialogue du Burkina Faso qui est encore prévalue. Ailleurs, il y a des opposants qui cherchent à voir le chef de l'État. Le chef de l'État ne les reçoit d'ailleurs que quand il a chaud. On l'a vu sous Blaise Compaoré. Benouende Sankara a fini tout son mandat de chef de file de l'opposition. Je ne crois pas qu'il ait été reçu ne serait-ce qu'une seule seconde par Blaise Compaoré en son temps. Donc aujourd'hui, je pense qu'on tranche avec ce qui s'est passé, même si cela respecte une disposition constitutionnelle, comme l'a dit Paul Miki Rwamba. Maintenant, c'est effectivement en fonction des points qui ont été évoqués. Maintenant, qu'est-ce qu'on y met à l'intérieur? Et également, l'autre point positif, ils sont arrivés à trouver en tout cas une périodicité de rencontres pour parler des problèmes de Burkinabé. Je pense que c'est un signal fort qui est donné au sommet de l'État, compte tenu du fait que ce qu'on est en train de vivre au niveau des communes rurales ne rassure pas par rapport à la collaboration entre les militants des partis différents ou d'un même parti. Donc, si déjà au sommet de l'État, entre le chef de file de l'opposition et le parti et le président de la République qui est d'un autre parti politique, il y a déjà un début de dialogue. Je pense que cela pourrait contribuer à apaiser, plus ou moins, même si je ne dis pas on peut compter sur ça, plus ou moins au niveau de la base. Oui, Yacine Sanour, pour vous, est-ce que ça marque ici
une rupture dans la gouvernance? Est-ce que c'est une façon de faire à laquelle nous sommes en train d'assister? Moi, c'est dans la continuité de la scène politique qu'on a actuellement. Quand on prend les deux figures qui sont rencontrées le 24 juin dernier et la dernière fois entre Roch et Zéphirin, ce n'est pas les meilleurs amis du monde, mais ce n'est pas aussi les meilleurs ennemis, des ennemis criards, comme on pourrait le dire. C'est-à-dire qu'il y a cette relation-là qui existe entre les deux hommes qui permet d'avoir ce cadre de dialogue. Déjà, ce sont des anciens camarades de l'opposition. Il y a quelques mois, ils étaient ensemble dans l'opposition contre Blaise Compaoré. Donc, il y a déjà ce lien-là qui est là, qui permet d'avoir ce cadre-là. Donc, c'est pour moi plutôt une continuité de ces liens-là qui se traduit dans ce cadre de dialogue entre Roch et Zéphirin, entre l'opposition et le pouvoir. Oui, et Boukari Ouba, une continuité, une autre façon de gouvernance? Oui, tout à fait, parce que nous sommes plus ou moins dans une sorte d'apprentissage. Surtout le CEFOP en tant qu'institution, c'est assez récent dans notre environnement. Depuis que ça a été institué, effectivement, ça n'a pas forcément fonctionné à merveille les premiers moments. Et aujourd'hui, nous avons un CEFOP dirigé par Zéphirin et puis le chef de l'État qui est Roch Marc Christian Kaboré. Les deux ayant déjà eu à travailler ensemble, je pense que normalement le courant devait passer. Et je pense aussi qu'il faut saluer cette hauteur de vue des deux hommes. Premièrement, Zef qui fait donc le pas en demandant donc cette audience pour rencontrer le chef de l'État et puis poser des problèmes. Et qu'à peine une semaine après, c'est le chef de l'État qui revient pour rencontrer encore cette opposition et puis discuter de bien d'autres problèmes. Je pense que on ne peut pas s'en passer, on ne peut que s'en féliciter. Et le fait d'avoir institué surtout des rencontres périodiques 2 fois dans l'année, donc de façon semestrielle, je pense que ce serait une très bonne chose pour pouvoir aborder des grandes questions qui touchent donc à la vie et à l'intérêt de notre nation. Oui, Paul Mikiromba, grande question qui touche à l'intérêt de la vie et de la nation burkinabé. On l'a vu au cours de cette rencontre, près d'une dizaine de points ont été évoqués. Mais à la sortie de la rencontre, Zéphirin qui dit qu'il y a une misère sociale que tout le monde constate sur un certain nombre de questions. Est-ce que les points qui ont été abordés au cours de la rencontre sont suffisamment exhaustifs qui reflète l'état réel du pays aujourd'hui? Pas suffisamment exhaustif, mais on a vu les 9 points évoqués justement. Ce sont des points essentiels de mon point de vue qui touchent au vécu quotidien des Burkinabés, comme je l'ai dit tantôt. Effectivement, lorsque Zéphirin Diabré est allé rencontrer donc, le chef de l'État dans le cadre de ce dialogue-là, il est sorti dire que lui, il a dit au chef de l'État que les Burkinabés souffrent. Il s'est fait un peu le porte-parole de certaines réalités qui sont vécues par le commun des Burkinabés, ce qui est une bonne chose, parce que lui, il est homme politique, c'est vrai, il est également un leader politique, il a une certaine base politique derrière lui, donc il est représentant d'une bonne partie du peuple, comme le sont d'ailleurs les autres membres de la délégation qui ont accompagné Zéphirin à cette audience avec le chef de l'État. Donc, à mon avis, les points évoqués sont des points essentiels, évidemment. Donc, lorsqu'on prend effectivement la question de la vie chère, les questions du vécu quotidien des Burkinabés, Zéphirin a dit clairement au chef de l'État que les gens sont inquiets sur la question sécuritaire, ça concerne tout le monde. Sur la question du panier de la ménagère, on a vu justement les syndicats qui font du bruit déjà. Évidemment, il y a un certain nombre de points comme ça qu'il fallait donc discuter avec le chef de l'État. Alors, pour rester toujours dans la forme de ce dialogue-là, je crois que ici, c'est le pouvoir qui se retrouve en position de force, de mon avis, en convoquant donc l'opposition pour discuter. Parce que demain, on ne va pas dire qu'on a géré en vase clos et qu'on est comptable à 100% de tout ce qui arrive au Burkina. Eh bien, j'ai cru donc comprendre que le chef de l'État a pris bonne note des préoccupations de l'opposition, qui sont d'ailleurs des préoccupations réelles des Burkinabés, parce qu'on peut être aux affaires, on peut être avec des ministres autour. Les ministres, forcément, peuvent ne pas rendre compte fidèlement de la réalité du terrain. Mais lorsqu'on a en face de soi quelqu'un comme un opposant politique ou des opposants politiques, on peut avoir l'assurance que c'est la réalité du vécu quotidien qui est ainsi traduite. Voilà, parce que vous savez que lorsque on se retrouve en conseil des ministres, souvent les délibérations ou les discussions sont un peu édulcorées. On peut peut-être masquer certaines réalités
pour ne pas frustrer le président ou ne pas donner l'impression qu'en tant que ministre, on ne travaille pas réellement. Maintenant, là où c'est assez important, c'est quand ça vient des opposants. Donc, c'est de ce point de vue que moi, je pense quand même que les points évoqués sont des points pertinents. D'ailleurs, je me dis que l'agenda, l'ordre du jour a été arrêté de commun accord des deux parties, je suppose, je n'y étais pas, et je me dis quand même qu'on a touché du doigt la réalité des vécus quotidiens des Burkinabés, et ce qui est bien d'ailleurs. Oui, Boukari Ouoba, Zéphirine l'a dit également, de nombreux secteurs d'activité en panne, et certainement peut-être que le président, en sentant venir un certain nombre de difficultés, s'ouvre à son opposition. C'est normal. Ce que Jeff dit ici, c'est une porte déjà ouverte qu'il est en train d'enfoncer. Il n'y a pas longtemps que nous n'avons pas cessé de tirer la sonnette d'alarme sur le fait que le gouvernement est mis en place depuis longtemps, donc tout devait aller de soi. Mais malheureusement, on se rend compte que les préoccupations quotidiennes des populations ne semblent pas être prises en compte, leurs conditions ne sont pas améliorées. Donc je pense que Jeff, en allant là-bas, ne pouvait pas occulter cette question-là, la question de la misère de nos populations. Aujourd'hui, on fait de la politique, on a l'impression de faire du surplace. Je pense que Zéphirine Diabré est un bon porte-parole de ce point de vue-là pour effectivement tirer davantage la sonnette d'alarme sur le fait qu'il faut aller à l'essentiel, hein, donc comment s'occuper donc des préoccupations des populations. Il a même évoqué le PNDS, le Plan national de développement social, qui est un programme qui va être le nouveau référentiel en matière de développement au Burkina Faso. Jeff, il a émis des réserves, le CFOP a émis des réserves, mais en même temps, ils ont dit qu'ils sont disposés, s'ils sont sollicités, s'ils sont consultés, à apporter leur contribution pour l'amélioration donc de ce plan national de développement social. Donc je pense qu'ils sont dans de bonnes dispositions. Normalement, le CFOP et puis la majorité devaient pouvoir travailler dans l'intérêt supérieur de la nation et c'est une bonne chose, mais chacun saura en temps opportun aussi certainement garder les lignes, parce qu'il ne s'agit pas aussi de se fusionner et de toujours dire la même chose. Oui, je pense que oui, l'opposition est là pour être une sorte de contrôle. Le pouvoir. Tout à fait, je pense que ce n'est pas pour accompagner, mais c'est un accompagnement d'une autre façon. Le fait, chaque fois, de tirer la sonnette d'alarme, de mettre le doigt sur ce qui ne marche pas, ça vous permet à vous qui êtes à la majorité de savoir vers où il faut aller, qu'est-ce qu'il faut corriger. Je pense que c'est une très bonne chose. D'autant plus que le Burkina Faso, c'est ceux qui gouvernent, mais aussi ceux qui ne sont pas d'accord avec ceux qui gouvernent. Oui, Watt FM, Bernard Bougouma, est-ce que dans le fond, cette rencontre a satisfait? Dans le fond, ça satisfait, ça dépend maintenant des objectifs de départ. L'opposition, je peux dire que l'opposition est satisfaite parce qu'elle est sortie tout sourire, les mines étaient détendues, les visages décrispés. Alors c'est comme un ouf de soulagement qui a été, donné de voir dans cette salle. Donc pour moi, l'opposition, en tout cas, en fonction de ce qu'elle a montré face aux caméras, en tout cas, semble avoir été satisfaite. Parce que sur l'ensemble des points, en tout cas, l'opposition a dit que bon, elle est satisfaite. Voilà. Maintenant, surtout que l'opposition a entendu entre-temps excuses, apparemment ça a galvanisé l'opposition. Donc je ne peux pas dire que ça n'a pas été satisfait parce que l'opposition n'est pas sortie en boudin ou en disant bon voilà, frustré, dans rendez-vous dans quelques jours. Non. Et donc déjà, je pense que ça satisfait. Du côté du pouvoir, je pense qu'eux également n'attendaient ni plus ni moins que ça. À supposer que des Zéphirins descendaient et puis disent nous sortons déçus de cette rencontre parce que l'ensemble de nos préoccupations n'ont pas été prises en compte. Pire, d'ailleurs, on nous a humiliés ou ceci. Imaginons le climat social et l'ambiance qui allait régner effectivement au sein du palais. Donc je me dis que les objectifs qu'ils se sont fixés, de ce que nous avons pu observer, semble avoir été atteint. Maintenant, on attend, parce que c'est des réponses qui seront apportées à court, moyen et long terme. Il y a des réponses qui sont attendues immédiatement, il y a des réponses qui ne pourront pas être répondues immédiatement. Voilà. Donc c'est effectivement la réponse à apporter à toutes les préoccupations soulevées qui va maintenant déterminer effectivement l'issue de cette entrevue mais également de pouvoir maintenir ou ne pas maintenir les prochaines séances de discussion. Parce qu'on est en politique où tout fait partie de leur stratégie. Donc, ça peut être en même temps une occasion de dire, bon, comme c'est comme ça, nous ne voyons pas la raison, on ne parle plus parce qu'on a fait notre bonne foi. Bon, voilà, parce que les hommes politiques sont ce qu'ils sont. Donc, mais je me dis que l'objectif qui était déjà de s'asseoir, échanger ensemble, ça a été
atteint. Des points ont été évoqués. La rencontre a pris plus de temps qu'il ne fallait. Par de 1 heure, ils sont allés jusqu'à 3 heures. Donc je pense que l'un dans l'autre, ils ont pu s'accorder sur un certain nombre de... Dans le fond, ils sont allés réellement, ils se sont entendus dans le fond. Oui, Yacine Sanou, Bougouma l'a dit également, les excuses du président. Au sorti de cette rencontre, le chef de file de l'opposition a laissé entendre que le président a présenté ses excuses à l'opposition burkinabé dans son ensemble, mais singulièrement à Achille Tapsoba et à l'oncle entre griffes du président, Zembende et Théodore Sawadgo, pour le fait qu'ils avaient été interdits de voyager. Mais d'abord, sur la forme même de ces excuses, quand les confrères ont voulu donner l'information, certains ont dit qu'il a présenté ses excuses, mais contre toute attente, on a vu une déclaration, un communiqué de la direction de la présidence qui dit qu'il a exprimé des regrets avant de se rattraper finalement pour dire que c'est des excuses. Mais est-ce qu'il s'est excusé? Est-ce qu'il ne s'est pas excusé? Je pense que seuls les 20 membres de l'opposition et le président peuvent nous dire exactement si ce sont des excuses ou pas. Mais je pense que le problème n'est pas là. Il a manifesté envers ces deux leaders du CDP un certain sentiment de regret. Le fait est là. Et s'il a manifesté ce sentiment de regret, je pense à mon niveau que c'est réellement un point à signaler et un acte fort, plutôt même un désaveu à l'endroit de son ministre de la Sécurité, parce que ça veut dire que tous les points légaux n'ont pas été suivis dans l'empêchement donc de voyager de ces deux leaders de l'opposition. Aussi, il y a quelque temps, sur votre plateau, le ministre en question demandait à ce qu'on se réfère à son tailleur pour recouvrir son boubou. Je pense que le tailleur a déjà commencé à réajuster la tenue avec cette sortie parce qu'il s'est excusé au nom du gouvernement. Oui. Et Paul Mikirwamba, pour vous, ces excuses du président à l'opposition, comment vous les voyez? Alors, d'abord, il faut dire qu'il y a une mauvaise communication de la part du service de la communication de la présidente de Faso, qui a tenté de démentir avant de revenir sur la réalité des faits. Alors, s'il s'agit là d'excuses, pour moi, c'est une hauteur d'esprit de la part du président de Faso. C'est une grandeur d'ailleurs. Lorsqu'on s'excuse, cela suppose d'ailleurs qu'on est humble et qu'on est grand en même temps. Eh bien, voyez-vous, on a tous critiqué en son temps le fait que les deux opposants aient été donc empêchés de voyager. D'abord une première fois, ensuite une seconde fois, on ne comprenait rien. Et lorsqu'on a cherché à comprendre, à l'époque, le ministre d'État chargé de la sécurité intérieure, Simon Compaoré, avait indiqué clairement que ce n'est pas tout qu'on peut expliquer, qu'il s'agit là d'éléments de sécurité, de mesures de prudence. Mais je crois savoir en son temps que le ministre n'était pas dans la posture de demander des excuses. Oui, pas du tout. Il n'était pas là pour lui. À l'époque, à l'écouter, ça s'est fait et c'est comme ça. Il n'y a pas d'explication qui tienne. Eh bien, on a vu le chef de l'État, effectivement, qui est revenu pour présenter ses excuses. Lorsqu'on se rend compte que les deux concernés avaient indiqué clairement que les policiers qui les avaient empêchés donc, de prendre le vol vers Abidjan avaient dit clairement qu'ils avaient reçu l'ordre de la hiérarchie. On imagine donc que la hiérarchie de la police, lorsqu'on monte, c'est Simon Compaoré que l'on retrouve en haut. Eh bien, le chef de l'État qui est au-dessus de Simon Compaoré, en tout cas sur le plan politique, sur le plan de la gestion du gouvernement, a présenté donc des excuses. Donc ça ressemble un peu à une sorte de désaveu, on le dirait ainsi, vis-à-vis du tout-puissant ministre Simon Compaoré. Évidemment, on est dans une dynamique où il faut désormais faire attention parce que nous, en tant qu'observateurs, on avait posé 1000 questions. Pourquoi est-ce que ces deux opposants sont empêchés de voyager? Eux-mêmes disent ne pas comprendre pourquoi on les empêche de voyager parce qu'ils étaient quand même prompts à parler lorsqu'on les rencontrait. Ils ont dit clairement comment les choses se sont passées. Ils ont cherché à comprendre, il n'y a pas d'explication. Eh bien, s'il s'agit là d'excuses du chef de l'État, je suppose donc qu'il y a eu erreur. Quand on parle d'excuses, on se dit quand même qu'on a fauté quelque part, quelqu'un a fauté. Donc, s'il s'agit là d'une faute qui est reconnue, c'est tant mieux. Et je crois que, d'ailleurs, avant ces excuses, on avait appris donc que les deux concernés avaient reçu un coup de fil anonyme qui leur disait désormais qu'ils pouvaient voyager. Ça n'a pas été vérifié parce que eux-mêmes parlait également d'une plainte qui avait été... Oui, depuis la première tentative, ils avaient invoqué qu'ils avaient déjà saisi leur avocat pour porter plainte. Donc, il y avait cette plainte en cours, on suppose. Et ensuite, il y a eu la deuxième tentative qui vient renforcer la situation. Donc, je me dis quand même qu'avec ces excuses,
Vous pouvez même imaginer aisément que si les excuses sont sincères et qu'elles sont acceptées par les deux concernés, on pourrait donc faire table rase de cette procédure judiciaire, parce que tout était parti pour que les deux concernés rentrent dans leurs droits, parce que je ne sais pas par quelle acrobatie on allait dire que le gouvernement avait raison de les empêcher de voyager sans qu'ils ne soient frappés par une décision quelconque de justice de voyager. Il n'était pas interdit de voyager. Alors on a vu de par le passé, lorsqu'il y a eu l'insurrection et que le régime a changé, sous la transition, il y avait des personnes qui étaient expressément ciblées par cette interdiction de voyager. On avait même vu ce retrait des passeports diplomatiques. Lorsque c'est une situation comme ça, on peut comprendre, mais on est dans un état de droit, on est dans un régime normal, et des gens qui sont empêchés de voyager, on n'a rien compris du tout. Et si le chef de l'État s'est excusé, s'il s'agit effectivement d'excuses sincères, je crois que c'est tant mieux pour tout le monde. Et on verra certainement la réaction des deux concernés. Est-ce que les excuses sont acceptées ou pas? C'est eux qui pourront répondre à cette question. Oui, les excuses acceptées ou pas, comme vous l'avez dit, c'est eux qui répondront. Mais on verra également, Bernard Bougouma, si la suite nous donnera raison, s'ils pourront voyager ou pas. Oui, effectivement, on attend la suite pour savoir s'ils pourront voyager ou pas. Mais je voudrais également, si vous permettez, que je dise que je ne comprends pas la sortie de la direction de la communication de la présidente du FASO. Une direction... D'habitude, c'est le SIG qu'on entend, le service d'information du gouvernement. Non seulement il y a ça. C'est vraiment une première, en fait, une des rares fois. Non seulement il y a ça, mais il y a des gros sujets sur lesquels, d'ailleurs, on attend la direction de la communication de la présidente du FASO, mais qui est toujours silencieuse. Mais voilà une rencontre qui s'est passée. Je me demandais qu'est-ce que Zéphirin Diabré, dans quel intérêt il a à faire, à sortir dire des choses que le chef d'État n'a connaissance. Zéphirin Diabré, du malentendu. Du malentendu, Zéphirin Diabré, avec tout ce qu'il a comme background et tout, avec tout ce qu'il a comme stature politique, je me demande dans quel intérêt il allait sortir dire une phrase que le chef de l'État a dit s'il ne l'a pas dit. Moi, je me posais des questions dès le départ. Donc, maintenant que quelqu'un sorte dire qu'il n'a pas présenté ses excuses, mais ses regrets, mais est-ce qu'au fond, l'un n'implique pas l'autre? Quand on regrette, qu'est-ce qu'on fait? On s'excuse, moi je me dis. Donc, les choses sont tout à fait logiques. Qu'on nous épargne de ces jeux de mots, parfois d'ailleurs mal cadencés, et voilà dans la situation dans laquelle la communication n'est pas dans son rôle. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas qu'elle n'est pas dans... Elle veut entretenir une polémique stérile. Entre excuses et regrets, moi je ne vois pas. Mais voilà qu'elle s'est dédiée. Nous on dit quoi maintenant? Ce n'est pas... Quand il n'y a pas lieu de tenir la polémique, il ne faut pas. Simon a dit qu'il porte un habit, le tailleur a cousu un habit plus grand que lui. Le tailleur a pris ses responsabilités, comme l'a dit Yassine Sanou, il est en train de rétrécir l'habit. Vous, votre problème est à quel niveau? Il faut soit aider le tailleur à rétrécir l'habit, ou bien vous regardez le tailleur rétrécir l'habit qu'il a cousu pour le gars qui porte, et puis il dit que c'est trop grand pour lui. Moi, je pense que c'est simple. Alors, mieux, c'est même certains conseillers de la présidence ont appelé des leaders de l'opposition pour dire nous ne comprenons pas pourquoi vous avez mis l'accent sur les excuses du chef de l'État plutôt que sur les autres points. Et ils ont dit, ce n'est pas nous, c'est les journalistes. C'est la presse qui était intéressée. Et nous, ça nous intéresse de savoir que des Burkinabés sont empêchés de quitter le territoire sans explication. C'est une atteinte à la liberté de mouvement. Tout comme nous avions dénoncé la confiscation de leur passeport diplomatique qui était pour nous également. Et même dans bizarre. La presse aujourd'hui, les matériaux sur lesquels nous travaillons, c'est surtout. Donc, on va sur ce qui est extraordinaire. Sans faire de leçons de morale, sans faire une leçon. Et pour terminer, sans faire vraiment de leçons à la direction de la communication de la présidente du FASO, nous demandons tout simplement que la direction n'a qu'à faire son travail, n'a qu'à s'assumer. Quand il n'y a pas lieu d'entretenir la polémique, ce n'est pas nécessaire. Oui. Boukari Ouba, on l'a vu, le président qui présente ses excuses à l'opposition, et particulièrement à deux membres de l'opposition. Et on l'a dit, hein, est-ce que ce n'est pas un désaveu de son tout-puissant ministre de la Sécurité? Mais en même temps, est-ce que ça ne fragilise pas l'action de ce ministre sur le terrain? Peut-être à quelque chose, malheur est bon. Je pense que désormais, le ministre Simon Compaoré peut mettre un peu d'eau dans son vin. Parce qu'effectivement, cette manière... Et il vous a dit qu'il boit du vin? De s'y prendre, je ne sais pas qu'est-ce qu'il boit au petit matin, mais dans tous les cas, quelques gouttes d'eau, ça pourrait lui faire du bien. Je pense que ici c'est le chef de l'État qui s'est exprimé et je pense que le ministre devait naturellement se conformer à la volonté de celui qui a voulu que ce soit au gouvernement. Je pense, concernant cette polémique des excuses, ceux qui ont voulu déformer ou entrer dedans pour essayer d'envelopper n'ont pas véritablement rendu service à la présidence. Ils n'ont pas rendu service à la présidence parce que, vous voyez, le tableau était beau.
le chef de l'État qui reçoit l'opposition, on discute des préoccupations de la nation, on sort, on rencontre. Tout le monde est unanime pour saluer effectivement cette action-là. Et puis derrière ça, tout à fait. Et puis derrière ça, un petit incident, des communicateurs embusqués qui appellent des médias, notamment je crois parce que l'AIB a été pratiquement les premiers à publier cette histoire d'excuses-là. On s'en plaint, pourquoi est-ce qu'on dit que le chef de l'État s'est excusé? Mais seuls les faibles ne s'excusent pas. S'excuser, c'est être grand. Et ce qui nous a conduit à l'insurrection, à tous ces mouvements qu'on a connus là, c'est parce qu'en temps, on n'était dirigé par des autorités qui avaient de l'arrogance, qui ne savaient pas reconnaître leurs fautes, leurs erreurs. Mais lorsqu'on reconnaît sa faute, son erreur, on s'excuse humblement. Et c'est une grandeur d'esprit. On ne devait pas véritablement revenir là-dessus, qu'aujourd'hui le gouvernement sera encore plus grand, le chef de l'État aurait vu avec beaucoup plus de respect. Et donc il y a des gens vous le voyez comme étant une marque d'humilité. D'humilité, et cela est très important. Si nos autorités actuelles ne sont pas humbles, je pense que nous allons retomber dans les mêmes travers. Je vous dis, en grande partie, l'arrogance de nos autorités précédentes du pouvoir de la 4e République a été pour beaucoup dans l'avènement de l'insurrection, parce qu'on ne reconnaissait jamais les torts. Et là, il y a véritablement tort qu'on empêche des citoyens libres. Parce que regardez bien, depuis toutes ces arrestations-là, s'il y a bien des gens qui n'ont jamais été véritablement inquiétés, c'est Zambende et puis Achille. On a parlé en temps d'Achille qui a voulu Achiller, mais même ça, on l'a juste ramené au pays. Ce monsieur-là n'a jamais été véritablement inquiété. Et personne n'a jamais été interdit, en tout cas il n'y a pas une interdiction formelle, officielle, à un citoyen burkinabé d'aller en Côte d'Ivoire, d'aller où que ce soit, et même d'aller rendre visite à Blaise Compaoré. Et je suis d'accord avec ces deux leaders de l'opposition-là qui n'ont jamais voilé leurs intentions. Ils ont toujours dit, c'est en Côte d'Ivoire que nous allons, et nous partons voir le chef de l'État, du moins nous partons voir Blaise Compaoré, l'ancien chef de l'État, qui fut ancien président de notre parti. Nous partons le voir et nous allons discuter en toute camaraderie. Ils ne l'ont jamais caché. Et je pense qu'il existe des voies et des moyens légaux pour empêcher les citoyens, un citoyen de voyager. Si le gouvernement estime qu'il y a des éléments probants, conséquents, et que ces gens-là sont en train de tricoter quelque chose contre la nation, mais qu'on mette ça sur la table, qu'on les entende, qu'on les mette en accusation et qu'on les empêche de voyager. C'est aussi simple que cela. Et il y a une procédure normale pour empêcher les gens de voyager. Tant qu'il n'y a pas cela, je ne peux pas comprendre que des gens montent dans un avion, ils ont payé un billet d'avion, ils veulent partir et on vient, on les débarque. Et cela s'est passé par 2 fois. Et moi, je pense qu'on n'a pas vu pareil même sous la transition. On n'a pas vu pareil sous la transition, qu'on empêche des gens libres de voyager. Ça ne s'est pas produit. Et que des gens qui ont été élus démocratiquement... Là, vous avez quelque chose contre la révolution démocratiquement, disons-le, et qu'aujourd'hui, ils viennent empêcher des gens de voyager. Ça me fait penser que même derrière, il a pu avoir effectivement des partenaires au développement du Burkina qui ont dû attirer l'attention du chef de l'État. Ce n'est pas admissible que vous empêchez des citoyens de la sorte de voyager. Oui, Bernard Bougouma, on va vraiment terminer sur ce sujet. Je disais d'ailleurs que c'est parce que nous avons au Burkina des gens disciplinés et qui font les choses avec méthode. Ça aurait été d'autres opposants, ils allaient dire au président, nous attendons des excuses publiques officielles, des excuses officielles de la part de votre ministre. Parce qu'il a parlé des questions sécuritaires. C'est eux qui sont menacés et on les a arrêtés pour les protéger, ou bien c'est eux qui allaient être à l'origine de la sécurité. Et de quelle sécurité? Intérieure ou quoi? Donc, ça a jeté un flou, un discrédit sur des personnalités. Là, il faut qu'on en convienne. Maintenant que le président joue à rattraper les choses, il ne faudrait pas en rajouter. Donc, je pense qu'on s'en est tiré à bon compte. Et pour moi, le pouvoir s'en est tiré à bon compte que l'opposition n'est pas allée à la rencontre jusqu'à aller demander des excuses publiques dûment formulées parce qu'il a fait une sortie, le ministre a fait une sortie pour dire que c'est des questions sécuritaires. Et il a même dit qu'il avait mieux à faire que ça. Oui. Et Paul Mikirwamba, 17 Koloyogo arrêtés au Niger et remis aux autorités de la région du Sahel parce qu'ils ont poursuivi un présumé bandit, des présumés bandits. Et finalement, on voit ici que quelque part, ce n'est pas partout que les actions de nos chers Koloyogo sont... Alors, je crois que là, c'est une bonne leçon comme ça que les collègues ont reçue, parce que ici, à l'intérieur du pays, on a beau expliquer
que nous sommes dans un état de droit et qu'il y a des règles à respecter et qu'il faut donc s'inscrire dans la légalité lorsqu'on veut rendre service. On a vu des collègues qui ne voulaient pas entendre de cette oreille. Et bon, je crois qu'ils ont dû la prendre à leurs dépens en pourchassant ce présumé délinquant jusqu'à aller dépasser les frontières du Burkina Faso sans se rendre compte certainement. Et ils ont croisé, en tout cas, l'état de droit également avec les autorités nigériennes qui leur ont montré comment est-ce qu'il faut se comporter. Donc pour moi, c'était d'ailleurs une bonne chose que les autorités nigériennes aient pris l'initiative de remettre ces collègues qui sont finalement devenus des délinquants entre les mains des autorités de la région du Sahel. Mais je me dis également qu'elles auraient pu les juger sur le sol nigérien et les enfermer là-bas et rien ne se serait passé. Parce que ici au Burkina, depuis qu'on a commencé à parler de l'avènement des Kolwego, il y en a qui avaient dit qu'il n'était pas possible de les encadrer. Moi, je m'étais dit qu'on ne pouvait les encadrer. Aujourd'hui, je me rends compte qu'effectivement, il fallait donc abandonner cette idée de vouloir encadrer ces Kolwego qui n'entendent pas raison forcément. Donc, je crois que les autres Kolwego au Burkina Faso ont dû donc tirer leçon de ce qui est arrivé à leurs collègues, leurs confrères qui ont franchi le territoire burkinabé jusqu'à se retrouver sur le territoire nigérien. Et je crois qu'il y a beaucoup de leçons comme ça à tirer. Donc, c'est très bien ce qui leur est arrivé. Je crois qu'on va mieux vivre. Hyacinthe Sanou, on a parlé d'encadrement et même le gouverneur de la région du Sahel, en son temps, quand il recevait ces Kolwego devenus, selon les propos de Paul Miki, des délinquants, l'a dit que ce soit les Kolwego ou d'autres initiatives de sécurité privée, l'État travaillera effectivement à aller dans cet encadrement. Mais on attend toujours de voir vraiment à quoi va ressembler cet encadrement. Sinon que, bon, l'affaire dépasse maintenant les frontières du Burkina. Je pense qu'il est plus que jamais urgent de les encadrer. Comme l'a souligné Paul Miki, que 17 personnes franchissent la frontière, donc 14 armées. Je pense qu'au-delà même du simple conflit sécuritaire, on pouvait avoir un conflit diplomatique entre les deux pays sur cette base-là. Ça veut dire que ces personnes-là n'ont pas une certaine perception, ils n'ont pas une certaine, disons-le comme ça, une certaine éducation vis-à-vis des droits humains, vis-à-vis des droits en pays. Et puisque l'État a visiblement montré qu'on ne peut pas ou on ne veut pas dissoudre les Kolwego, il faut nécessairement les recadrer. Plus que jamais, il faut le faire pour qu'il n'y ait pas à franchir l'autre frontière qui sera plus problématique quand on connaît les derniers événements entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Si c'était de côté de la Côte d'Ivoire, on n'imagine pas où on en serait aujourd'hui. Donc il faut plus que jamais les recadrer et aussi les amener à abandonner tout ce qu'on a cité comme méfaits donc dans la pratique des Kolwego, les services corporels, les amendes, tout ce qu'il y a de mauvais dans cette pratique. Je pense qu'en elle-même, la pratique aussi a montré ses avantages. Il est clair que dans certaines régions aujourd'hui, comme le centre-est, le centre-sud ou même l'est, l'effet Kolwego se ressent. Les populations se ressentent plus ou moins en sécurité. C'est-à-dire que la pratique a un effet positif, a contribué. Donc il faut mieux les recadrer pour qu'ils puissent travailler en synergie avec nos forces de défense et de sécurité. Oui. Et Bernard Bougouma, et là, quelqu'un l'a dit, ça peut créer l'incident diplomatique, tout comme ça peut aller plus loin. Et cet encadrement, pour vous, est-ce que ça ne passe pas aussi par peut-être le désarmement pur et simple de ces Kolwego? Le désarmement est compliqué parce que c'est des bandits qu'ils chassent. Donc, dire à quelqu'un d'aller les mains nues derrière des bandits qui sont parfois plus armés que nos forces de défense et de sécurité, mais c'est envoyer ces derniers-là à l'abattoir, quoi. En fait, c'est la complexité de la situation. En même temps, on a besoin de gens qui aident pour la sécurité. En même temps, bon, on se demande comment faire. Moi, j'avais évoqué effectivement la difficulté d'encadrement de Kolwego, compte tenu que le mot d'enrôlement, ce n'est pas de la même façon. Mais il y a eu... Parce qu'aujourd'hui, il est clair que le gouvernement veut que Kolwego reste en place. Maintenant, pour l'encadrement, c'est là que ça pêche. Donc, j'ai toujours dit que c'est facile de rester à Ouagadougou dans un bureau douillet, écrire quelques mesures, dire à quelqu'un qui est sur le terrain, qui affronte des bandits, d'appliquer. On peut pas, à moins qu'on ne veuille vraiment pas encadrer. Moi, je n'appelle pas ça de l'encadrement. Ça ressemble beaucoup plus à de la provocation. Et donc, cet encadrement, effectivement, si le gouvernement allait l'assumer, ça allait permettre que les Kolwego comprennent qu'effectivement, mais vous avez en face des analphabètes, vous avez en face des gens qui n'ont pas une grande connaissance qui ne comprennent de pas l'état de droit. mais qui ne sont pas bêtes.
Ils ne comprennent pas ce qu'on appelle l'état de droit, quoi. Mais si les choses sont bien expliquées, ils sont suffisamment intelligents pour comprendre. Parce qu'ils vivent, ils vivent hein, avec les réalités. Et même ils savent que d'un point de vue des traditions, de la culture, si vous poursuivez un voleur, il rentre dans un domicile, il faut d'abord annoncer avant d'aller reprendre. Il y a des procédures, on ne rentre pas comme ça. Attention, vous prévenez que c'est un voleur, sinon vous-même, on va vous abattre, on dit, mais vous là, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est un territoire que vous êtes en train de violer. Mais il faut, surtout ceux qui sont dans les zones frontalières. Peut-être à l'heure de charge, nous n'avons pas des frontières délimitées de façon matérielle claire. Mais justement, l'encadrement aurait pu... Est-ce qu'ils se sont rendus compte voilà, qu'ils ont franchi le territoire mais justement, l'encadrement aurait pu faire en sorte qu'on dise, vous là, surtout pour ceux qui sont dans les zones transfrontalières, là, ça c'est très délicat. C'est comme il a dit, on l'a vu, une seule arme à feu, découverte dans une compagnie de transport en direction de la Côte d'Ivoire. Une seule arme à feu. Vous avez vu toute la communication qui s'est développée autour? Qu'est-ce qu'on peut en faire comme développement si ces 14 messieurs-là s'étaient déportés là-bas? Surtout dans le contexte actuel. Nous disons, attention, si vous avez besoin de Korologo au Burkina, il faut vous assumer. Prenez la situation, comme on appelle ça, il faut prendre les choses en main et recadrer. Si vous n'en avez pas besoin, il faut dissoudre avec toutes les conséquences également qui s'imposent. Mais on ne peut pas s'accommoder. C'est comme si on est silencieux. C'est le jour qu'il y a un fait, un incident de Korologo, on en parle, le ministre il dit ceci, et puis on attend encore le prochain incident. Non. Ça, ce n'est pas une gestion. Je précise que les Korologo en question savaient bien qu'ils ont franchi la frontière, parce que leur porte-parole s'est exprimé et il a même cité des noms de localités où ils se sont rendus, parce qu'ils pensaient que les présumés délinquants y étaient, et ils savaient formellement que c'était en territoire nigérien. Ils se sont exprimés, ils se sont excusés. Et ironie du sort, vous savez que le gouverneur du Sahel, c'est celui-là qui était à l'Est il n'y a pas si longtemps et qui avait eu des accrochages avec Django et puis sa bande. Il a été muté à Dori, où il est actuellement gouverneur. C'est lui qui a reçu ces Korologo-là. C'est à lui pratiquement ils ont été remis avant d'être remis totalement en liberté. C'était un incident frontalier qui aurait pu être plus grave. Parce que justement, comme les confrères l'ont dit, il se trouve qu'entre le Niger et le Burkina, ça va plus ou moins. Youssoufou n'est que le camarade de l'international socialiste de Roch Marc Christian Kaboré. Je pense qu'on est plus ou moins en bon terme. Ça aurait été ailleurs que l'incident aurait été plus grave. Donc ça repose véritablement cette question des Kogluego. Comment les maîtriser? Si ça commence à franchir les frontières, ça risque de nous causer davantage de soucis, alors qu'au niveau national même déjà, on n'a pas fini de régler le problème. Personnellement, je me suis exprimé à plusieurs occasions sur la question Korologo. Je suis contre le principe même, contre le mouvement. Mais ce que je n'ai jamais dit, que je suis contre l'encadrement des Korologo. Mais j'ai dit que je suis contre les Korologo. Si réellement l'autorité avait le pouvoir, les moyens de les encadrer, c'est quand même depuis février que nous parlons de vive voix de cette question de Korologo-là. Février à aujourd'hui, juillet, quelques 6 mois, quel est l'état d'encadrement de ce mouvement-là? Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, j'aurais vu à quoi ça ressemble un Korologo encadré. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, je n'en vois pas. Donc moi, mon sentiment, c'est qu'effectivement, c'est un mouvement dont le gouvernement n'a pas été à l'initiative. Ils se sont auto-créés avec leurs méthodes, leurs mécanismes propres à eux. Ils ont des méthodes de fonctionnement. Et je vous dis, si demain Korologo arrête d'infliger les supplices corporels, de prendre des amendes, de traverser les frontières, pas seulement interpays, mais même les frontières, parce que quitter aussi une région pour une autre, ça même déjà, ça peut poser problème. Ce n'est pas admissible que vous quittez de l'Est à l'Ouest ou au centre-sud. Pour moi, ça pose problème. Est-ce que ce n'est pas cette pratique, certainement, qui a dû être peut-être à l'origine encourager ces Korologo du nord à franchir les frontières? Oui, mais il y a aussi cette information de l'Assemblée générale des Korologo, une deuxième Assemblée générale après celle de Combisiri, où les Korologo décident de s'aligner derrière les 5 commandements de Simon, si on peut le dire ainsi. Ils ne rançonneront pas, ils ne prendront pas d'amende, mais ils demandent en contrepartie un accompagnement de l'État. Et ce qui est fait majeur également, cette Assemblée générale s'est tenue sans Boukari Kaboré, dit le Lion,
ni Moussa Tchombiano, alias Django. D'abord, la question première que je veux poser, est-ce qu'on est en train d'assister à une mutation du phénomène ou certainement de la question? Bon, déjà, je pense que depuis le début, les Kourougo n'ont jamais été un groupe homogène. À l'intérieur, il y a des rivalités, il y a des groupuscules. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est un groupe qui s'est réuni, qui a décidé effectivement de se mettre dans la voie de la République, comme l'a prescrit le ministre de la Sécurité intérieure. Et comme vous le dites bien, il y a des leaders, il y a des ténors qui n'y étaient pas. Je pense surtout à Django, lui qui a été donc à la rencontre de Kombessiri. Vous parlez tantôt de Boukari le Lion, qui n'en est pas véritablement une figure, parce que bon, c'est peut-être au regard de son passé, après l'Assemblée générale de son caractère d'homme politique. C'était comme une grosse prise. Oui, il venait de faire son entrée. Et je vous dis, l'entrée de Boukari le Lion, même au sein des Kourougo, même, a créé des frustrations à l'intérieur. Oui, et il y a un homme fort à Saba, qui est le responsable de la brigade mobile des Kourougo. Et à l'âge de Kombessiri, c'est Boukari le Lion qui a été intronisé chef de la brigade mobile. Je vous dis qu'à l'intérieur du mouvement même, il y a effectivement des mésententes. Boukari le Lion, aujourd'hui, il n'était pas à la dernière Assemblée générale. On ne sait pas de quelle faction il se revendique, mais je vous dis, à l'intérieur de Kourougo, il y a des problèmes. Et il faut craindre même qu'entre-temps, effectivement, on assiste à des conflits inter-Kourougo. Moi, je pense que l'autorité doit continuer à prendre les devants, voilà, pour véritablement mettre fin à ce désordre-là. S'ils peuvent se ranger dans la République, moi je suis d'accord avec ce qu'ils ont demandé. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, on avait l'initiative de la police de proximité qui devait être accompagnée financièrement et matériellement d'une certaine façon. Malheureusement, cette initiative est morte d'elle-même parce que justement, il n'y a pas eu véritablement de moyens d'accompagnement. Alors, si les Kourougo arrivent à se discipliner et que l'État véritablement a pris tout le contrôle du mouvement, il y a lieu effectivement de les accompagner d'une certaine manière, financièrement ou matériellement, pour qu'eux, à leur tour, puissent accompagner nos forces de défense et de sécurité. Oui, Yassine Sanou, cet accompagnement voulu par les Kourougo, comment vous le voyez? Je pense que c'est par là que passe le processus de recadrement dont on a parlé. Il faut, pour les dire d'abandonner les amendes, il faut une contrepartie. Naturellement, ils ont un fonds de roulement qu'il faut. Il faut alimenter si on les garde. Mais je pense que tout ça, quand on évoque le cas des Kourougo, pour emprunter le terme au président, j'ai l'impression que le pouvoir fait mouta-mouta avec les Kourougo, tout simplement. Parce qu'on a un premier pas où on dit non, vous devez arrêter, on a laissé un commandement de Simon. Ensuite, on a une rencontre entre Simon et les fameux Kourougo où on ne sait pas ce qui s'est dit. On a une rencontre où les Kourougo réunissent Simon. On a une autre rencontre où une partie des Kourougo qui réunissent. Et vraiment, je pense que cette dernière rencontre-là, c'est, pour ne pas dire du montage. Parce que si vous réunissez aujourd'hui, quand on voit la sphère des Kourougo, si vous réunissez les chefs Kourougo et que vous n'avez pas une figure comme Django, je ne pense pas que votre décision puisse être applicable dans l'Est déjà. Donc il y a un problème concret. Il y a 4 ou 5 figures dans la sphère Kourougo qui sont primordiales lorsque vous avez ce temps de rencontre et lorsque vous devez prendre ce genre de décision. Donc pour moi, c'est juste, tout comme à Zongo, on a vu un peu cette sortie, oui, population contre le Kourougo, qui ressemblait à de la fumée. Vraiment plutôt qu'un vrai désaveu de Kourougo. Je pense qu'il faut arrêter avec ces genres de manœuvres politiciennes et traiter la question concrètement, trouver moyen de les recadrer, les former, pourquoi pas, concrètement à l'usage et à l'application de la sécurité, et aussi trouver une forme de compensation, une forme de mesure d'accompagnement. Oui, Bernard Bougouma. Non, ça, je pense que ce n'est ni plus ni moins que la réalité de la main politique dans le mouvement Kourougo. J'ai dit bien, comme Hyacinthe l'a dit, on l'a vu à Zongo, où effectivement, quand vous creusez, vous vous rendez compte que c'était une provocation dans laquelle les Kourougo sont tombés, avec tout ce qui cela a suivi comme conséquence. La presse a été induite en erreur, et voilà les conséquences. Maintenant, j'ai dit la main du politique s'est introduite là-dedans, alors que quand il y a le politique, c'est la manipulation, c'est l'isolement pour pouvoir, et c'est la division pour pouvoir régner. Parce que
cette Assemblée générale, vraiment, parce qu'ils disent, nous sommes d'accord pour laisser tomber les amendes, mais en contrepartie, il faut nous donner de l'argent. Quelle garantie on a qu'ils ont eu l'argent? Quelle garantie on a que ce qu'ils ont dit, là, ils vont aller faire? C'est bon pour les médias, c'est bon pour vendre, et puis c'est tout. Maintenant, est-ce que sur le plan de terrain, ils auront réellement les ressources nécessaires pour travailler? Et puis, qui sont ces réels, qui sont vraiment ces corps? Donc, j'ai dit, faisons très attention, ça peut être seulement un montage politique, juste pour divertir les uns et les autres. Parce qu'après l'épisode de Zongo, il y a eu l'épisode de Kongoussi, où il y avait un problème d'insécurité totale, mais on a vu des populations qui sont sorties dire que non, Congolais n'en veulent plus, c'est ceci, c'est cela, mais en réalité, quand on creuse, parfois, ce n'est pas aussi évident que cela. Donc, qu'on fasse très également attention à ces éléments-là. Oui, Paul Mikirwamba. Alors, moi, je note que la dernière Assemblée générale de Kouégo, comme vous l'avez si bien dit, ils ont demandé à être accompagnés, voilà, par l'État. Voilà, c'est ça. Ils se sont engagés, comme vous l'avez dit, donc d'abandonner certaines pratiques. Alors, je me pose des questions sur la forme d'accompagnement que l'État pourrait apporter à ces groupes qui ne sont pas organisés. Alors, donc, je crois que si on s'hasarde à ça, on va aller vers des querelles qui ne disent pas leur nom. À qui faut-il remettre l'argent? Vous savez comment les choses se passent au milieu rural. Quelqu'un va prendre l'argent, disparaître, ça sera d'autres problèmes que l'on va créer. On va se retrouver entre Kologwego, comme l'a dit Oba, ça risque d'être un conflit ouvert à l'interne. Moi, je pense que l'idée de Kologwego, ça devait être vraiment du bénévolat. Voilà. Donc, si vous aimez votre village, constituez-vous en groupe, organisez-vous, chassez les délinquants qui écument les villages, et puis ça devait rester vraiment dans le bénévolat. Et puis comme on l'a dit, dans le processus, il devait s'arranger avec les forces de défense et de sécurité en leur remettant donc les délinquants qu'ils venaient attraper, tout en assurant un certain suivi, parce qu'eux aussi se disent que quand on remet les délinquants entre les mains de la police, de la gendarmerie, ils finissent par se retrouver dehors et ils viennent faire pire que ce qu'ils avaient fait au premier. Alors donc, pour moi, cette idée d'accompagnement, machin, je n'y crois pas du tout, et je crois que le gouvernement devait se méfier d'aller vers ça. Parce que d'abord, on n'a pas suffisamment d'argent, mais aussi si on tente de mettre de l'argent quelque part, comme on le dit, c'est le nerf de la guerre, ça sera une division que l'on va créer. Ils ne sont pas organisés pour bénéficier de quelconque soutien de la part de l'État, de mon point de vue. Donc il faut qu'on laisse les choses en l'état. Et que bon, s'ils se sont engagés en tout cas à abandonner les vieilles pratiques qui sont donc interdites par la loi, je crois que c'est tant mieux, mais cette idée d'accompagnement, il faut peut-être renvoyer ça. On ne peut pas balayer la question des mesures d'accompagnement aujourd'hui. Soit on dissout les corps locaux, soit on les garde. Et là, si on les garde, il faut des mesures d'accompagnement. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de garder son village, une balle ça s'achète, de l'essence ça s'achète pour mettre dans la moto pour faire les rondes qu'il faut. Vous ne pouvez pas leur demander d'assurer une sécurité, dire on vous reconnaît, assurer la sécurité, mais on ne vous donnera rien. Non. Alors, il y a des mesures d'accompagnement. En fait, c'est pour cela que j'ai parlé de bénévolat. En fait. C'est pour cela que j'ai parlé de bénévolat. Quand on dit qu'on est bénévole, ça veut dire qu'on s'engage à faire quelque chose gratuitement ou on ne le fait pas. Parce que ce n'est pas l'État qui a demandé au collègue de se mettre en place, de ce que je sache. Donc en réalité, ça doit être un engagement. Là où les mesures d'accompagnement sont pertinentes, c'est qu'elles peuvent permettre justement de formaliser ce phénomène. C'est-à-dire que pour bénéficier justement d'un accord du gouvernement, il faut être formel, il faut se constituer en association ou je ne sais pas quel est le cadre qu'ils peuvent prendre, mais se formaliser. Et c'est peut-être une des clés de la résolution du problème qu'elle a. C'est-à-dire que oui, on est d'accord, mais donnez-nous un cadre juridique, des statuts et règlements intérieurs, simplement. Il sera difficile d'organiser ces groupes-là parce que, je ne sais pas, ce n'est pas dans le milieu urbain que ça se passe, c'est vraiment des groupes qui se constituent au milieu rural. Et vous imaginez tous les désordres que ça crée. D'ailleurs, on n'a pas encore réussi à expliquer l'absence de Django et de Lyon, comme vous le dites, à cette dernière rencontre-là. Comme l'a dit quelqu'un, il y aura des conflits de leadership. Est-ce qu'on peut organiser les Kolwego de façon à pouvoir leur donner un soutien qui ne va pas créer une division? C'est la question que je me pose. Imaginez-vous que les Kolwego se mettent à ouvrir le feu les uns contre les autres. Vous savez là où ça peut nous amener? Oui. Donc il y a un danger, alors qu'on sait que quand on met l'argent quelque part, ça divise les gens. Oui, l'argent est un diviseur. Ouais, donc c'est comme ça. C'est là le nœud du problème. Comment arriver à organiser les Kolwego? Si on arrive à les organiser, on peut les accompagner. Parce que là, j'ai dit, en ce moment, l'État prend le contrôle du mouvement. Ça veut dire qu'on ne se lève pas quand on veut aller créer un Kolwego dans une localité. On ne se lève pas quand on veut pour venir adhérer au Kolwego, alors qu'on sait que vous êtes
une centaine, je donne des exemples, une centaine, et qu'on sait qu'on doit vous donner une rémunération semestrielle ou quoi pour vos histoires de carburant et autres. Mais si des gens doivent adhérer quand ils veulent, quitter quand ils veulent, les gens doivent créer des mouvements par-ci, par-là, sans que l'État ne soit au courant, ça va poser problème. Est-ce que vous pensez Moi, que l'État peut organiser ces écoles Ouégo? C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut les dissoudre. Voilà, justement, moi je suis sur mon point de départ. J'ai toujours dit je suis contre le mouvement pour la simple raison qu'on ne peut pas les encadrer. Je suis contre le mouvement pour la simple raison qu'on ne peut pas les encadrer. La question était réglée. Oui, mais l'État peut bel et bien empêcher l'activité de Congo. Nous sommes dans un État organisé. L'État, si l'État n'arrive pas à mettre de l'ordre, véritablement, je suis désolé. On ne peut pas dire que l'État ne peut pas mettre fin autrement. L'État est au-dessus de tout. Nous avons des autorités, qui ont tout le pouvoir. Dans les communes qui sont très bien organisées, on a vu des ne confondons pas le désordre qu'il peut y avoir dans une commune par rapport au mouvement. Ce n'est pas du tout la même chose. On va essayer d'évoluer dans le débat. Il nous reste 15 minutes pour achever avec cette émission. Et il nous reste 2 sujets, notamment Yacouba Isaac Zida, qui aurait été rétrogradé, des généraux de division, on parle de général de brigade. Alors, l'information n'est pas confirmée pour l'instant, mais on espère que ce sera le cas parce qu'on a dit à d'autres occasions qu'on n'arrive pas à s'expliquer ce que Yacouba Isaac Zida avait commis comme gaffe ici sous la transition. Parce que c'est après la transition que l'on se rend compte quand même qu'il y a eu certaines pratiques qui n'auraient pas dû se commettre, en tout cas sous la transition. Eh bien, aujourd'hui, le lieutenant-colonel devenu général est absent du Burkina depuis février. Il est en autorisation d'absence officiellement qui a expiré depuis le 19 février dernier selon les propos du ministre de la Défense qui n'est autre que le chef de l'État. Eh bien aujourd'hui, l'armée est quand même un corps assez discipliné avec des règles. S'il n'est pas là et qu'il n'a pas donné signe de vie, il n'a pas obtenu également sa mise en situation d'évacuer sanitaire, il n'a rien obtenu de cela. Il faut que la règle de la discipline de l'armée s'applique avec la dernière rigueur sur le soldat Zida. Et je crois que s'il y a eu cette procédure pour le rétrograder, si c'est possible, si c'est légal, moi je salue cela parce que nul n'est au-dessus de la loi, chacun doit prendre la sanction qu'il mérite. Oui, Boukari Oba. On apprend également que le ministre de la Défense, qui n'est autre que le président de la République, a demandé des sanctions contre le général Zida. C'est peut-être déjà un avantage pour le président Roch, parce que ceux qui peuvent véritablement sanctionner un militaire, c'est le chef d'état-major général des armées, c'est le ministre de la Défense, c'est le chef de l'État. Et il se trouve que Roch, à lui seul, il cumule au moins les 2 plus grandes responsabilités. Il est le chef de l'État et il est le ministre de la Défense. Donc, en dernier ressort, il doit décider effectivement de la sanction qui s'est appliquée à quelqu'un, à un déserteur en situation de paix, comme lui-même il a eu à le dire. Si véritablement c'est ça, je pense qu'il y a une procédure disciplinaire qui doit être engagée. Alors qu'on mette la procédure en route et qu'à la fin, effectivement, s'il doit être sanctionné, qu'il soit sanctionné. Mais comme Mickey l'a dit, véritablement, nous n'avons pas confirmation de ce que la procédure aurait été engagée au point qu'il soit dégradé. Nous avons tenté de comprendre, en préparant cette émission, nous nous sommes adressés à des sources qui ne nous ont pas dit que ce n'est pas vrai, qui nous ont seulement demandé de nous adresser à la hiérarchie militaire. Et si c'est cela, nous attendons que justement ça soit confirmé. Je pense que la nomination des Zida en tant que général de division, ça a été rendu public. Alors, c'est la discrétion du chef de l'État. Et aujourd'hui, c'est au chef de l'État qui revient aussi de dégrader un général, les officiers généraux. Donc, je pense que si le chef de l'État l'a dégradé, l'information doit être donnée officiellement et nous attendons très prochainement pour avoir cette information officielle-là. C'est des prérogatives du chef de l'État, effectivement, de dégrader un général et nous attendons d'avoir la confirmation. Je pense que, comme l'a dit mon confrère, pour débattre de cette question de rétrograde ou pas, il faut attendre simplement. C'est juste un document qui a circulé où on a vu qu'au lieu de général de division, il était général de brigade. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas juste une coquille qui s'est glissée dans le document? Qu'est-ce qui prouve qu'il a été réellement rétrogradé? Il faut attendre un décret présidentiel, c'est la voie à suivre pour rétrograder un général en la matière. On verra dans les prochains journaux officiels si réellement Yacouba Isaac n'est plus général de division mais général de brigade. Mais je pense que ce sentiment autour d'un simple document qui tourne reflète même le problème Zida. Aujourd'hui, c'est une épine au pied du pouvoir, au pied de Roch, qu'il faut retirer.
en le faisant rentrer si possible, par tous les moyens possibles. C'est aussi simple que ça. Il y a des dossiers où comme il a été demandé cité, l'évacuation qui a sanitaire. été refusé. Il n'a pas obtenu ça. Pour peu que ça ait été refusé, ça veut dire qu'actuellement, il est en situation de désertion. Et quelle image on donne à l'armée, de l'armée et à l'armée, la discipline et la force de l'armée, comme aiment le dire nos vaillants soldats. Et un général qui est en situation de désertion, aucune sanction ne tombe depuis longtemps. Les jeunes soldats sont là, ils regardent. Quelle image on donne? La population aussi regarde. Il faut retirer le plus rapidement possible cette épine-là. Et la seule solution, c'est de le faire entrer pour qu'il réponde de ce qu'on lui reproche, tout simplement. Bernard Bougouma. Oui, je pense que c'est cette gestion mouta-mouta du dossier Zida que... Personnellement, moi, je ne comprends pas cette gestion. C'est parfois les activistes de Facebook qui nous donnent les informations sur Zida, ou bien c'est comme pour le moment des médias où ce n'est pas très clair. C'est un document qui a circulé. Au lieu de général de division, on a vu général de brigade. Est-ce que c'était une faute de frappe ou c'est fait à dessein pour pouvoir manipuler l'opinion et puis maintenant passer à l'étape supérieure? Pourquoi? Un décret officiel nomme quelqu'un général, s'il doit être rétrogradé, mais un décret officiel et puis on a fini. Mais quand quelqu'un a déserté de l'armée en temps de paix, le règlement militaire burkinabé dit quoi? C'est clair. La procédure est claire. Pourquoi on n'enclenche pas la procédure? Et puis, c'est derrière des interprétations, on suppose que le document est vrai. Est-ce que c'est officiel? Bernard Il y a quel Bougouma, problème? le pouvoir n'a pas intérêt à communiquer vraiment sur cette question? C'est justement ce que nous attendons. Il ne faudrait pas que ce soit les activistes. C'est maintenant que des médias ont eu la primeur, même si ce n'est pas encore officiel. Avant, c'est les activistes de Facebook qui nous informent. Ou bien le chef de l'État, dans une des sorties, qui parle de la question. Parfois, on nous accuse, nous journalistes, que c'est nous qui avons posé la question sur Zida, mais ce n'est pas vrai. Il y a des rencontres où c'est des citoyens burkinabés qui ont posé la question parce qu'il a échangé avec eux et c'est eux qui ont posé la question. Il a répondu à Dakar, c'était comme ça. Mais, attendez, s'il y a Zida doit répondre, il faut enclencher la procédure. Les jeunes militaires disent quoi? Il y a le règlement, quand ton autorisation a expiré, tu as 48 heures ou quoi pour renouveler. Si tu ne te sens pas bien, tu reviens pour qu'on te fasse les papiers pour que tu partes. Ou bien, il faut réellement que le dossier soit blindé, sinon ce n'est pas question. Mais il y a un délai, le délai même là pour enclencher la procédure, même il y a longtemps, c'est expiré. Depuis là, pourquoi on n'enclenche pas la procédure? Rétrogradation, tout ça c'est trop long. On parle d'emprisonnement de 60 jours. Tout ça là c'est trop long. Il serait jugé par contumace, c'est trop long. Il faut enclencher la procédure militaire. Il y a une règle, la discipline est la règle de l'armée. L'armée a des règles. Mais pourquoi on n'enclenche pas ça et puis on passe du ça? On en fait un problème politique qu'on manipule à souhait. Comme si Zida devient un programme présidentiel à exécuter. Je ne suis pas d'accord. S'il y a une voie légale là-dessus, il faut enclencher la procédure pour qu'on en finisse. Parce que réellement, les uns et les autres se demandent est-ce que finalement ce n'est pas de l'acharnement? On en fait un super citoyen difficilement, qu'on peut toucher difficilement, et donc on communique bizarrement autour de lui. Non, c'est mieux d'enclencher la procédure. Il y a la communication. Voilà, s'il doit répondre, qu'il vienne répondre. Il nous reste 5 minutes pour conclure cette émission. Boukari Ouba, juste un mot sur les grèves à répétition. On l'a vu, les agents des impôts et des domaines ont organisé un sitting de 48 heures en début de semaine. Il y a les agents du Cinépétique, c'est le syndicat des informaticiens du Burkina. Il y a d'autres grèves, il y a les GSP, voilà. Et on a comme l'impression que, bon, il y en a qui sont écoutés, il y en a qui ne sont pas écoutés. Est-ce qu'il y a des super syndicats? Absolument, il y a des super syndicats, ça dépend de votre force de frappe. Le syndicat pratiquement le plus fort au Burkina, ça a toujours été le syndicat des agents de la santé. Parce que d'abord, ils sont unis. Ce n'est pas exactement comme dans le secteur de l'enseignement, pour prendre un exemple à côté de ceux qui habituellement font des grèves. Mais dans la santé, quand ils vont en grève, généralement, ils sont écoutés. Le syndicat des informaticiens, on le découvre pratiquement. Pourtant, ils disent qu'ils sont environ 300 agents de l'administration publique et que certainement leur arrêt de travail ne peut pas ne pas impacter l'administration publique. Effectivement, ils sont en arrêt de travail depuis un bout de temps. Ils ont annoncé pratiquement une semaine et qu'au bout de la semaine, s'il n'y a pas gain de cause, ils vont encore rallonger donc, leur mot d'ordre. Il y a d'autres mouvements. Il y a l'UAS qui a fait une sortie
l'unité d'action syndicale, pour faire le point des engagements que le gouvernement avait pris. Et ils ont demandé qu'il y ait un calendrier clair pour la mise en œuvre de ces engagements. Ça tourne encore autour de la loi 081. Donc, certainement qu'il y a beaucoup de préoccupations. Il y a les syndicats des agents des impôts qui ont fait un sitting de 48 heures. Dans tous les secteurs, ça risque de se faire entendre. Je crois que dans la région de l'Est, le syndicat de la santé aussi était en mouvement. Bon, moi j'ai dit c'est au gouvernement de prendre les initiatives, de dévancer. Certainement que si les ministres font bien leur travail, si les directeurs font bien leur travail, le gouvernement est au courant des préoccupations. Passif, certainement que le gouvernement a trouvé. Absolument, ça ne demande pas plus que le dialogue. Ça ne demande pas plus que le dialogue. Quand vous sentez venir, il faut dévancer et puis dire, bon écoutez, ça là, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas au courant. Nous savons qu'il y a ce problème, mais voici ce que nous pensons faire. Mais généralement, on attend, c'est lorsqu'on sort qu'on finit par rencontrer les syndicats qui ont la chance d'être reçus, sinon d'autres ne sont même pas écoutés. On finit par vous rencontrer et on vous dit, par rapport à votre problème, voici ce que nous prévoyons. Je pense que le gouvernement doit avoir la maîtrise de la situation et souvent anticiper sur les sorties des syndicats. Oui, Paul Mikirwamba, est-ce que tout ça ne fragilise pas l'administration? Forcément, ça fragilise l'administration parce que vous savez que nous sommes tous des utilisateurs, des usagers de l'administration publique. Et lorsqu'il y a une grève dans le public, on en prend tous un coup. Alors, il y a, Boukari Ouba parlait tantôt de la force de frappe des syndicats, mais pour moi, la force de frappe réside dans la pertinence des revendications que l'on a. Voyez-vous, on n'a pas les mêmes revendications lorsqu'on regarde les types de grèves qu'il y a. Mais aujourd'hui, on constate effectivement que l'ensemble des revendications... Mais lorsque le SYNADEC annonce une grève à la veille du bac... Du baccalauréat, ils ont dit clairement que... On les appelle pour négocier. Voilà, ils ont dit clairement que ça n'avait rien à voir avec le bac et qu'ils n'avaient pas l'intention de prendre en otage le bac. Mais en réalité, je crois qu'il y a la pertinence des revendications. Il y a également le risque de la grève qui compte beaucoup. Comme vous prenez l'exemple du SYNADEC, il y a eu également une grève, une menace de grève avant le BPC également. Donc on a souvent cette peur-là, on est obligé souvent de rencontrer le partenaire social pour discuter. Mais pour moi, l'essentiel, c'est dans la pertinence des revendications. Aujourd'hui, on se rend compte que l'ensemble des mouvements qu'on a, chacun veut profiter de la situation actuelle pour avoir un petit bonus sur le salaire. Ça tourne autour de révalorisation salariale, de conditions. Est-ce que c'est pas de bonne guerre? Non, c'est de bonne guerre. Je suis d'accord. Un syndicat qui ne revendique pas, je suis d'accord. Non, c'est tout à fait normal. Je ne dis pas que c'est pas normal. Maintenant, je vais faire remarquer seulement que les revendications actuelles tournent autour de ça. Parce qu'on a également vu de par le passé certains syndicats qui sont sortis pour réclamer. Moi, je tiens l'exemple du SYNCHA, même si ce n'était pas la seule revendication dans leur plateforme, ils avaient dit que les malades souffraient à l'hôpital Delgado et ils ne supportaient plus de voir les gens mourir parce qu'il manque des petits matériels à l'hôpital. Par exemple, ce sont des revendications, de mon point de vue, qui ne sont pas forcément liées à ce que l'on gagne au quotidien, mais à ce que l'on subit en tant qu'infirmier, en tant que médecin, en voyant les gens Paul mourir. On ne vous suit pas dans ce... Je pense qu'il ne faut pas jeter la tête. Non, en fait, la nature du combat qui est mené, c'est soit l'amélioration des conditions de vie de ceux qui travaillent, mais les conditions de travail également. Et si les conditions de travail sont améliorées, y compris les utilisateurs des services, voilà. Yacine Saloum. C'est tout à fait... Je ne vois pas un syndicat qui existe et qui ne plaide pas pour de meilleures conditions de travail et de vie des travailleurs. Sinon, c'est une mutuelle, comme je l'ai dit, c'est juste une association de travailleurs pour sympathiser et autres. Un syndicat, dans cette période où on a deux aspects qu'il faut prendre en compte. On a d'abord le passif de la transition, où la transition, il a fait des promesses qu'il faut tenir. Il faut mettre la pression sur le nouveau pouvoir pour qu'il tienne ces promesses. Quand on prend l'exemple des GSP, où c'est un décret qui a été pris, qui n'a pas eu le temps d'être appliqué, il faut le faire appliquer, c'est aussi simple que ça. Ça veut dire qu'on a d'abord ce phénomène de passif de la transition, mais on a aussi le fait que réellement, c'est un nouveau pouvoir qui est en train de se mettre en place. On a de nouveaux ministres, de nouveaux directeurs généraux dans certaines sections. Il faut poser votre plateforme revendicative et vous faire entendre pour qu'on puisse les prendre en compte. Il n'y a rien de plus légitime pour un syndicat que de manifester. Et je pense que, c'est là que je rejoins Boukari Ouba, c'est au gouvernement d'anticiper. Ça va s'enchaîner. C'est aussi simple que ça. Moi, j'ai un nouveau ministre dans mon département ministériel, j'ai un nouveau DG. Naturellement, je suis leader syndical, c'est une question de stratégie. Je pose ma plateforme revendicative et je me fais entendre
Vous ne pouvez pas reprocher aux syndicats de revendiquer des meilleures conditions de vie et de travail. Et le moment est le mieux choisi. C'est maintenant ou jamais. Il faut dès maintenant obtenir quoi? C'est la stratégie, des promesses de ce gouvernement et pendant les 5 ans du mandat, les poursuivre pour qu'elles soient appliquées. C'est aussi simple que ça. Non, le problème n'est pas la nature. Hein. Pour moi, c'est une remarque simplement. J'ai fait remarquer que les revendications aujourd'hui portent généralement sur les questions indemnitaires et salariales. Ce qui n'est pas anormal, hein. Je ne dis pas que c'est un syndicat, effectivement, c'est ça. Mais en même temps, on a face à soi un gouvernement qui dit qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État. Est-ce que tout le monde, on se rend compte aujourd'hui, là, le constat, c'est que tout le monde s'est devenu comme un bébé de qu'on a l'argent. Je pense qu'il faut trois principes dans le Il y a d'abord la transparence. Tant qu'on n'a pas une certaine transparence, il y aura toujours des revendications qu'on n'estime peut-être pas pertinentes. Il faut aussi une certaine équité. Il ne faut pas que dans un secteur, on sente qu'on favorise un autre secteur, un groupe plus que d'autres. Il ne faut pas qu'en 2 jours, parce qu'on a la menace du bac, le gouvernement mobilise 400 millions, le gouvernement qui n'a pas l'argent, qui mobilise 400 millions pour résoudre les problèmes des enseignants à 2 jours du bac. Et on laisse, il ne faut pas minimiser un syndicat parce qu'il est de 300 agents des informaticiens. Non. Et au-delà de ça, il faut aussi la communication. Je pense que c'est le talon d'Achille de ce gouvernement, c'est la communication. C'est-à-dire qu'il faut expliquer vos actions. Vous pouvez être en train de bien faire, mais si les syndicats ne sont pas au courant, naturellement, vous avez face à vous une fraude sociale. Le gouvernement a intérêt à communiquer, à aller au-devant des choses, comme les confrères l'ont souligné. Voilà, c'est vraiment fini pour le débat de presse d'aujourd'hui. Je remercie Issa Lankwandé qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre attention. Merci aux confrères d'être venus pour le débat et à dimanche prochain pour un autre débat de presse.